je m'appelle Éric de Saint-Victor, je suis l'heureux propriétaire actuel, parce qu'on hérite et en même temps on transmet, donc c'est actuel alors, pour l'instant, du château de Pibarnon à Bandol, qui est une propriété d'une cinquantaine d'hectares, qui a été créée par mes parents il y a une quarantaine d'années. Voilà, je suis la deuxième génération et j'essaye de perpétuer, de développer à la fois ce que j'ai reçu, ce à quoi j'ai participé aussi au départ, et de maintenir tout ça et de magnifier, d'aller peut-être de plus en plus vers l'essentiel, parce qu'on est moins dans la création à l'heure actuelle qu'on a été à l'époque, et du coup de creuser, d'explorer, d'aller vraiment jusque dans les méandres de notre terroir et de nos cépages. C'est vrai que c'est un peu un atavisme familial, parce qu'en fait j'ai participé, j'avais 13 ans quand on est arrivé sur place, et du coup j'ai participé à une aventure humaine assez extraordinaire. Et à 13 ans, en pleine adolescence, je me suis retrouvé à faire des choses en aidant mes parents, tout simplement, hein, mais je me suis mis à conduire un tracteur à 14 ans, je faisais les vendanges avec eux, je dirigeais plus ou moins un chantier, enfin j'aidais. Et du coup, il y avait tout un monde qui s'ouvrait, quoi, qui était complètement différent de ce que j'avais connu à Paris et qui m'a beaucoup plu. Après ça n'a pas été une décision facile de s'engager personnellement là-dedans, mais à la faveur d'un passage assez long à Bordeaux, puis un petit peu en Bourgogne, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un monde en fait. Parce que c'est vrai que le métier de vigneron, c'est pas un métier, c'est 5 ou 10 métiers à la fois, quoi. Donc on fait tout, du sol à la bouteille, à la présentation, comme maintenant par exemple. Voilà, donc c'est hyper vaste, quoi. C'est un métier d'artisan, mais de plein d'artisanats différents. Le travail des sols, le respect des sols, c'est la base en fait. C'est vrai que c'est sous terre, on voit pas ce qui se passe là-dessous, mais nous on voit que le côté aérien en fait quand on est en surface, quand on marche sur nos sols. Mais on se rend compte maintenant, enfin, au bout de pas mal d'années, et puis à travers nos lectures et tout ça, enfin, on le sait forcément, mais qu'il y a toute une vie là-dessous qui est très importante en fait pour la vigne. Et on a eu beaucoup tendance dans les années 80, 90 à considérer la vigne un peu comme des soldats au garde à vous. C'était un peu le défilé en Corée du Nord ou en Russie d'avant la chute du mur. Mais en fait, il y a énormément de contacts en fait, entre les vignes qui sont faits par le mycélium qui peut se développer d'une vigne à l'autre, par toute la faune de micro-organismes qui vont dégrader, qui vont nourrir, qui vont aider à minéraliser de façon à ce que la plante puisse elle-même consommer ce dont elle a besoin et tout ça. Et donc tout ça, ça se passe beaucoup en surface. Donc les sols sont extrêmement importants. Voilà. Donc on est bio, effectivement, biodéclaré, estampé. On est dans des principes de biodynamie, mais pas de manière extrême avec des œillères. On est dans l'application de certains aspects de la biodynamie, mais on ne tombe pas dans le paganisme, on va dire, de la biodynamie, qui peut être parfois considéré un peu comme excessif. Mais en tout cas, il y a non seulement cet aspect-là, mais surtout l'observation. Je pense que l'observation dans les vignes est un élément essentiel de la connaissance de ces parcelles, de l'état de ces vignes, de l'anticipation et du coup du traitement qui peut être bien inférieur en quantité, en application, etc., etc. Donc beaucoup d'observations, ça c'est vraiment un élément essentiel. Au goût, mon cher. On cueille et on goûte. Avant, on cueillait, on pressait, on mettait le flotteur pour voir les degrés, la quantité de sucre, etc. Maintenant, on a un peu l'assurance quand même d'avoir des maturités qui sont correctes. Il ne faut pas qu'elles soient trop précoces, évidemment. On est quand même dans le sud, Pibarnon, c'est Bandol. Et du coup, on goûte. Voilà, on goûte, et là, en goûtant, on détermine un goût. Est-ce que ça a le goût de fruits? Est-ce que ça sent la framboise? Est-ce que les peaux se délitent facilement? Est-ce que les pépins sont croquants ou pas? Est-ce qu'ils sont verts?
parce que des pépins verts, ça va donner des tanins un petit peu verts dans les vins, rouges. Voilà, donc on fait beaucoup au goût. Et on se balade avec Eric, le chef de culture, Marie, la maître de chai, et moi, et on fait des parcelles comme ça, et on grappille comme des pigeons ou comme des grives à l'automne. On grappille des grains, et puis on se retrouve à la fin de la parcelle, et on dit, bon alors, qu'est-ce que t'en penses? 2, 3 jours, bon, une semaine, facile, on vient, on va voir. Ça c'est bon, ça on peut y aller, mais on peut attendre aussi, etc. Et donc on vendange comme ça parce que c'est un peu une manière de faire notre marché sur pied, quoi. C'est-à-dire qu'on décide, paf, comme un gars qui fait des légumes, et tout d'un coup il arrache son poireau, il dit bah ça c'est bon, on peut y aller. Bah nous c'est pareil, on fait ça au goût et à la vue. Alors il faut savoir qu'on a un cépage principal en rouge qui est donc le Mourvèdre, qui est un cépage assez puissant, enfin qui a une personnalité, un caractère assez marqué et tout. Donc c'est un cépage qu'il faut approcher plus de manière latérale que purement frontale et bagarreuse. Donc on n'a pas tendance à extraire pour extraire, on ne va pas aller chercher une matière qui peut parfois se lâcher assez facilement, des millésimes qui se lâchent facilement. Et du coup, on y va, mais plus en aïkido qu'en karaté, ou alors un gros coup dans la figure. Donc on essaie de contourner un peu, on essaie d'extraire. On a la chance d'avoir des sols qui nous permettent d'avoir des tanins qui ne se lâchent pas très facilement, ceci dit. Et donc on privilégie plus les pigeages, qui sont une diffusion lente, que des remontages qui sont un peu une extraction par contact, quoi. En fait, le pigeage, alors c'est compliqué le pigeage, enfin c'est pas compliqué, c'est très facile, mais je veux dire physiquement c'est un peu difficile, mais le pigeage est plus une diffusion qu'une extraction. Voilà. Et puis le pigeage ça se dose, et en même temps quand on pige, on voit le degré de résistance de la cuve, du raisin qui fermente, il y a un contact qui est un peu physique. Alors, je ne vais pas jusqu'à la corrida, mais il y a le geste, et puis il y a la perception de la cuve en fermentation et de ce qu'elle peut donner justement, et qu'on goûte après ça, effectivement, chaque soir. La durée minimale à Bandol, pour le rouge, c'est 18 mois, minimum, et on fait entre 20 et 22 mois, ça dépend un petit peu, mais 18 mois déjà, c'est 2 hivers, 2 printemps, donc c'est 2 dissolutions d'oxygène l'hiver et 2 printemps qui consomment l'oxygène. Donc c'est quand même un cycle assez long. Rares sont les appellations qui demandent 18 mois d'élevage pour les rouges, c'est rarissime. Nous on va jusqu'à 22 mois parce qu'on met en bouteille au plus tard au mois de juin, donc ça fait à peu près, c'est juste avant le prochain été, quoi, le deuxième été. Le choix du coup, étant donné que l'élevage est assez long, et depuis toujours, ce sont des foudres. Donc on est au minimum à peu près à 30 hectos en volume, 50 quand même, grande quantité de 50, et on a 2 foudres de 80 hectos pour les vins, parce qu'on a une autre étiquette qui s'appelle Erestanque, et qui a un peu plus de grenache, qui a moins besoin d'oxygène que le Mourvèdre. Donc 80 hectos c'est bien parce que ça fait un volume fermé assez conséquent. Ah, le Mourvèdre, le grand personnage, le grand d'Espagne, le grand libre penseur, le Don Quichotte de Picasso, l'espèce de, comment dire, l'aristocrate un peu fou qui part sur une lancée, sur quelque chose, avec toujours ce panache, ce côté romanesque, ce côté incroyable qui ne ressemble à aucun autre, et qui crée en même temps une émotion qui est liée à la fois à sa personnalité, sa complexité. Voilà, c'est un personnage romanesque, je dirais. Mais romanesque à dépouiller un petit peu à l'espagnol, c'est-à-dire aussi avec cette tenue, cette rigueur parfois, mais qui cache une grande sensibilité quand même. Ah, j'étais jeune, c'était... alors la première, vraiment, j'avais 16 ans, je crois. J'étais en régate avec des amis, ouais, 16-17 ans, je crois. J'étais en régate avec des amis, ils m'avaient invité, du coup j'avais apporté une bouteille du domaine. J'avais 16 ans, donc forcément j'avais pas des bouteilles d'ailleurs, c'était les bouteilles du domaine. Et j'avais apporté un 78 qui était le premier vin qu'avait vinifié mon père. Et il se trouve qu'on avait gagné ce jour-là, on était en régate.
Mais on n'avait pas de verre, le bateau était tout petit, ultra léger, il y avait des trous partout pour pas qu'il y ait trop de poids justement, pour alléger le bateau, qu'il aille plus vite au portant et tout. Et du coup, on se passait la bouteille comme ça au goulot. Et là, et pourtant on avait navigué, on avait du sel plein la bouche, plein les cheveux, etc. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable quand même, ce vin a un éclat de fruits. Pourtant, c'était au goulot, hein. Et il y avait un éclat de fruits, on avait l'impression d'une eau qui coule sous un pont. C'était une eau assez douce qui coulait comme ça abondamment. Donc un vin assez rond, assez soyeux, du fruit, de l'éclat et tout. Et je me suis dit, mais ouais, c'est quand même intéressant ce métier, c'est quand même chouette. Après ça, des bouteilles qui m'ont marqué, il y en a eu tellement. Enfin voilà. Mais là, c'était la toute première. Et c'était au goulot. Et bon, et c'était un pibardon parce que j'étais très jeune, 16 ans, bah, j'avais pas emporté une bouteille voilà, de la cave de mon père, quoi, voilà. Le remède gueule de bois, le mieux c'est de sortir et de s'agiter un peu. Là. Il faut respirer beaucoup. Si on a la chance d'être un peu en montagne, il faut mettre ses skis et ses pots de phoque et partir s'aérer un peu. Et il faut, il faut nettoyer se nettoyer par l'action, je pense. Et ça marche bien. Par contre, pas au moment même, parce que là, au contraire, ça alimente l'ivresse, hein, donc il faut faire attention. Puis après ça, on ne se souvient plus de rien. Mais en revanche, le lendemain matin, si on a une vraie gueule de bois, là, il faut s'agiter, il ne faut surtout pas rester dans son lit. Ouais, sport. Sport. La bouteille soirée romantique. La bouteille soirée romantique. Bon, alors on peut avoir tendance à penser à un champagne, mais le champagne, ça donne quand même un peu la pêche, ça ouvre la conversation déjà, c'est fait pour ça aussi. C'est une belle ivresse d'ouverture. Mais après, je pense que j'irais plus sur un vin assez minéral, un vin très fin, un vin de délicatesse, un rouge de délicatesse, un pinot par exemple, pourquoi pas, mais ça pourrait être aussi des Canaries par exemple, j'avais goûté, ou un Clos du Rouge-Gorge, entre le Roussillon et le Languedoc, là, qui est un vin assez juteux, fin, délicat. Ça, on pourrait dire qu'il y a un certain romantisme là-dedans. Aïe, 14 ans, ou même 13 d'ailleurs, je crois. Toujours dans la cave. Et, euh, et voilà, on s'était piqué. J'avais un ami qui arrivait, que ma mère avait invité de Paris, d'où on venait de partir là au mois de juin. Et on était en plein mois de septembre. C'était avant la rentrée, parce qu'à l'époque, on rentrait tard, on rentrait le 15 septembre quand on était élève. Et mes parents étaient absents. On avait décidé avec cet ami de voir ce que ça faisait d'être ivre. Parce que moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais autant de vin à disposition, quoi. Donc, on a commencé à prendre un verre. On a essayé de le mettre sous les cuves ou sous les foudres, mais en fait c'était trop large, donc ça passait pas. Et il y avait une cuve qui était pleine avec un niveau. Et du coup, on a mis notre verre sous le niveau, on a ouvert, on a rempli un verre de rouge comme ça, qui venait d'être vinifié, hein, qui avait juste un an, hein. À peu près ça dans le verre. Glou, glou, glou. Et puis on a fait ça chacun avec mon pote. Et on s'est regardé, on a dit, bon, ça te fait de l'effet? Ben non. Alors pas très facile quand même, d'avaler cul sec un vin comme ça, de Mourvèdre de l'époque, à 14 ans. Donc pas d'effet, non. On recommence une deuxième fois. Bon, un peu plus dur, toujours pas d'effet. Et puis au troisième, ça a commencé à partir. Et là, on était bourrés, mais alors, voilà, 3 verres de vin rouge, grand comme ça. Et voilà, ça a duré jusqu'au lendemain matin, je crois. Un vigneron modèle ou exemple, en fait, c'est très difficile de citer une personne. À la limite, j'ai pas envie de citer une personne. Mais je pense que le vigneron modèle ou exemple, c'est celui qui se pose des questions, c'est celui qui ose se déstabiliser par rapport à ses certitudes, et c'est celui qui continue à oser à chaque vendange. En fait, c'est ça le vigneron exemplaire pour moi. C'est celui qui ne se cantonne pas à ce qu'il sait faire, mais qui continue à chercher, quoi qu'il arrive, et qui ose se mettre en déséquilibre, en fait, par rapport à ce qu'il a déjà fait. C'est le seul moyen
de progresser, sinon on se fossilise, grosso modo, on finit par appliquer une recette qu'on est capable de transmettre, évidemment, mais faire du vin, c'est appréhender chaque millésime comme il vient, comme il a été fait par le climat qu'il a dessiné. Et si on ne se remet pas un petit peu en question, ben, on loupe, quoi. Et pour moi, le vigneron exemplaire, c'est celui qui ose se remettre en question et qui ose aborder une page blanche en se disant, j'ai tellement la trouille que je ne sais plus rien, et qui finalement, dès la première grappe, se dit, c'est bon, je me souviens de tout, et je vais pouvoir le faire. Voilà. Mais il faut y aller à poil, quoi. C'est un peu l'histoire, c'est qu'il faut y aller à poil. On ne peut pas y aller avec des certitudes. Et en se disant, c'est pas grave, je vais rattraper plus tard. Voilà. Plus on prend les choses tôt, moins il y a à rattraper plus tard, et plus le vin est sur une voie royale et qui va aboutir à quelque chose de véritable et de chouette. Voilà. Donc, pas envie de citer quelqu'un en particulier, mais globalement, et des vignerons comme ça, il y en a plein, heureusement. J'en ai rencontré plein. Ma mauvaise habitude ou défaut, c'est que quand on me pose des questions, je réponds un peu trop longuement. Non, c'est que... bah non, mais quand j'ai des bons vins, je m'emballe un peu, ça, il n'y a pas de doute. Hein, voilà, je pense que on a un petit coup... Alors, c'est pas forcément le coup de fourchette, mais c'est le coup de verre qui se lève parfois un peu trop vite. Mais en même temps, c'est un défaut, mais en même temps, c'est une curiosité, quoi. Et puis c'est vrai que un bon vin, c'est une belle ivresse, il n'y a pas de doute. Hein. Donc l'ivresse intelligente, celle qui vous emballe, donc, voilà, le défaut, c'est d'aller un peu la chercher, quoi. Waouh, la bouteille à boire en cas de fin du monde. Ouais, une bouteille. Alors soit un nouveau-né, disant bah tiens, au moins j'aurais goûté à la jeunesse avant de mourir. Ou alors l'inverse, qu'est-ce qu'on peut goûter, qu'on a jamais goûté, qu'on a vraiment envie de goûter, ou au contraire, revenir à un standard, à un petit standard, quelque chose de réconfortant, de rassurant, pourquoi pas. J'ai pas tellement la notion de la fin du monde en fait, c'est pas des questions que je me pose, donc je suis un peu sec sur la question, mais je sais pas si est-ce qu'on fait de ça avec une grande bouteille, au contraire on se dit bon bah après tout merde, revenons à un basique. Hein. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que souvent j'aime bien dans les domaines, j'aime bien la cuvée principale, celle qui réunit un peu tous les terroirs. Là. Je suis pas tellement dans les cuvées particulières, des choses comme ça, les terroirs, les micro-terroirs, à la fin il n'y a plus qu'une ouvrée ou je sais pas quoi. Moi j'aime bien j'aime bien quand il y a une histoire un peu généraliste qui se rencontre. Donc, donc voilà, je sais pas ce que je boirais. Peut-être un gin tonic après tout, à la fin, en se disant, bah tiens, allez, on laisse tomber et puis on part un peu sur l'énergie, quoi. Autant le vivre avec énergie, si c'est la fin du monde. Un sportif avec qui boire un coup un navigateur, un grand skieur, un grand skieur, mais dans ce cas-là, bon vivant. J'adore le ski, hein, donc c'est un peu orienté mon histoire. Un montagnard qui va me raconter des histoires des cimes. Un Luc Alphand qui était non pas une histoire des cimes, mais un des valeurs et très bon vivant, paraît-il, que je n'ai pas connu, que je connais pas. Mais ouais, un sportif de la montagne, une histoire de cime, une histoire d'ivresse, une histoire d'effort aussi. Histoire d'effort. La montagne, c'est de l'effort. C'est de l'effort, mais ça rend bien l'effort, hein, quand même. Hein. C'est fantastique, hein, quand même, la notion de l'air, la glisse, parfois, quand on fait du ski, la montée, l'effort, tout ça. Ouais, plutôt un montagnard, je pense. Un voyage à faire, selon moi... c'est vrai qu'on a souvent une idée de voyage, on se dit bah tiens, est-ce que je partirais? Alors au début on s'emballe, on se dit ah ouais j'achète un catamaran, je pars autour du monde, ou alors j'achète des pompes et je pars faire Saint-Jacques-de-Compostelle, ou alors j'achète un vélo, et puis au bout d'un moment on se dit mais en fait au bout de 3-4 jours,
En fait, un voyage, c'est un chemin, c'est pas un but en soi, c'est pas un package préalable, c'est un chemin qu'on vit au fur et à mesure. Donc, ce sont des rencontres aussi. Et puis, un voyage, ça peut être du dépouillement, ça peut être du luxe. Je pense que je serais plutôt dans le dépouillement, pas trop longtemps non plus, mais suffisamment pour que, d'une part, ça me déstabilise, ça me demande un certain effort, et qu'en même temps, j'en sorte quand même relativement transformé, forcément. Donc ce serait sans doute une marche, ce serait sans doute peut-être du vélo, voilà. De là à faire l'acquisition d'un bateau, de partir autour du monde en bateau, c'est une grosse préparation. Donc voilà, je peux plutôt partir léger.